Alors, je voudrais déjà parler donc de cette production considérable où on était resté. Quand il faut nourrir en supplément, quand on étend l'espace et qu'il y a de grands essaims, qu'on arrive par exemple même à 200 litres, puisqu'on en sorte des cellules royales, quand on empêche de l'essaim, bref, en manipulant ces populations ne peuvent construire immédiatement une espèce de cadre, mais après il y a une pénurie de nectar. Et tout d'un coup, ces populations ont un immense besoin d'énergie. Et nous venons de leur enlever le miel. Et une population aussi énorme a tellement d'abeilles peut arriver à 1 kilo de miel par jour. Et au bout de 30 jours, il n'y a plus rien. Alors il faut les nourrir. Et souvent, on accuse l'agriculture en disant « c'est votre faute, il n'y a pas assez de fleurs ». C'est peut-être certainement vrai, mais pas tout à fait quand même. En effet, j'ai posé mes abeilles et donc j'ai à la fois des champs agricoles et j'ai une forêt. Et celles qui sont dans un arbre, elles ne perdent pas de poids, alors que celles qui sont en ruche, elles perdent du poids. Je ne dois même pas les nourrir. Donc elles n'ont aucun problème s'il y a un peu moins de nectar. Mais s'il y a des populations si considérables, avec perte de chaleur considérable, on leur donne de l'eau sucrée. Des études montrent que si on leur donne de l'eau sucrée, leur vie est raccourcie de 20%. Elles ont des modifications maladives dans l'estomac, dans le tractus intestinal. Et ce n'est pas du tout la faute de l'agriculture. C'est simplement la manière de gérer la ruche. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens, celui qui m'a enseigné l'apiculture conventionnelle, lorsqu'il était jeune, il enlevait au printemps ce qu'ils n'avaient pas utilisé en hiver. Il avait 10 à 15 kilos de miel par an. Si maintenant on arrive à 60 kilos en manipulant, parfois un peu plus, parfois un peu moins, on arrive à ces valeurs considérables que par le fait de limiter, concentrer la population des abeilles sur une activité. Et cet élevage, au fond, de race pure, on veut déjà maintenir l'abeille noire, la Apus mellifera mellifera, qu'on essaye à travers un élevage dans une zone restreinte. Et on essaie de la maintenir. Il y a ensuite l'abeille, si vous voulez, utile, Carnica, qui travaille bien, qui a beaucoup de couvains, mais qui, en fait, ces critères nous conviennent à nous, les humains. Et l'association allemande des apiculteurs a non seulement établi un certificat où on définit clairement le comportement d'une ruche au niveau des essaims, de la chaleur, de rendement au miel, et que sais-je encore. Tous ces critères ne servent qu'à pouvoir les exploiter sans trop se fatiguer. Alors maintenant, si on prend ces critères, il n'y a pas seulement les caractéristiques
que nous évoluons, mais en plus, nous voulons définir leur apparence. Par exemple, les abeilles, selon l'association allemande, doivent avoir des poils d'une certaine longueur, d'une certaine couleur. L'indice cubital doit être juste. Attendez, il faut que je vérifie moi-même. C'est quelque chose qui est dans... c'est un lien entre l'aile et le reste. Et il doit y avoir des caractéristiques aussi sur la chitine. Et si elle ne remplit pas ces critères, on tue. On enlève la reine ou les reines, puisque vous avez une certaine marge de manœuvre, mais assez réduite. Sinon, donc, uniquement en fonction de ces caractéristiques optiques, on enlève la reine, on la tue. C'est comme si l'apiculteur pouvait voir l'indice cubital en les voyant passer en volant. Or, on les voit quand on les attrape et qu'on leur arrache les ailes et qu'on regarde ça au microscope. C'est quand même fou. L'esthétique qui a l'air d'être là un critère. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. Tom Seeley a étudié les abeilles sauvages avant qu'il y ait les varroa. Il a pris des échantillons génétiques et lorsqu'il y a eu les varroa et qu'il y a eu un effondrement des populations, il s'est posé la question 10 ans après, au fond, est-ce que j'ai encore mes populations dans les forêts où il est allé les voir, il les a cherchées et il a pu constater qu'il y en avait tout autant qu'auparavant. Et tous les essaims qu'il a pu attraper avaient le varroa. Or, il n'avait pas de loque, ni de noséma, ni loque américaine, ni européenne. Hein. Or, elles étaient toutes atteintes de varroa. Il a pu prouver que les lignes qu'il avait examinées étaient limitées à 2, parce qu'il y a des populations des Philippines qui se sont effondrées, mais comme il y en a plus qui surgissent pour combler le vide, il n'y a pas eu de problème. Donc, les abeilles qui vivent à Cornell, donc là où est ceci, elles ont une tête plus petite, un thorax un peu plus petit, et la forme des ailes est un petit peu différente. Maintenant, imaginez-vous ce qui se passerait avec ces abeilles si on avait des associations, si elles étaient dans des associations pour l'élevage de races pures. Eh bien, on leur enleverait la reine, on les tuerait et on recommencerait avec d'autres. Alors quand même, on a toujours ces 45 millions d'adaptations, d'évolutions, et nous venons avec nos critères, on établit des critères sans avoir compris l'ensemble des critères. Et puis, il y a encore le fait de les élever pour être résistantes à varroa, comme si nous, on est en Suisse. C'est comme si de prendre un tournevis et d'essayer de réparer une montre, et ceci dans l'obscurité. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans l'erreur. Et personne n'a l'idée de se dire que les abeilles qui vivaient il y a 45 millions de Cornell et qui ont été victimes de la sélection par l'insémination artificielle, personne n'a pensé qu'on pourrait peut-être quand même essayer de les maintenir en vie, ces abeilles de Cornell. Or, c'est justement ce qu'ils font dans les associations pour l'élevage d'abeilles de race pure. Et je pense qu'il faut absolument réglementer ça du point de vue légal, parce que comment se peut-il que tout le monde a l'autorisation, sans être réglementé par la loi, d'intervenir dans le pool génétique de ces êtres dont notre survie dépend. Bien sûr qu'on peut faire d'un loup un petit toutou, mais demandez au loup si ça l'intéresse d'être le petit chien-chien à sa mémère. En revanche, si vous mettez un de ces petits chiens-chiens à mémère dans la forêt, vous le lâchez, il va mourir de faim. Donc, il ne faudrait pas essayer, ou plutôt autrement. Pourquoi
On s'oriente toujours en fonction de nos avantages, de ce qui nous arrange, mais on ne vit plus à l'époque où on peut se servir dans le grand réservoir de la nature, mais nous ne pouvons pas nous en servir et nous devons voir ce qu'on va faire encore de ces dernières populations sauvages et si on arrive à remplir de nouveau nos forêts de ces abeilles. Et si on continue, comme je viens de vous le décrire, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que je suis très critique vis-à-vis de ces élevages de race pure. Et dans la majorité des cas, les nourrir de manière artificielle, ces abeilles, c'est complètement obsolète. Maintenant, consommation hivernale. Normalement, de 20 kilos, parfois 25. Il faut d'immenses populations pour qu'elles puissent survivre à ces ruches, alors que des petites populations peuvent survivre dans les souches d'arbres. Et on n'y pense jamais vis-à-vis de nos ruches. Du fait qu'on a 10 fois plus de consommation, on a 10 fois plus d'eau de condensation. Et cette tendance à consommer plus en plus est un facteur de 4 à 6. Si on met cela en relation, déjà les abeilles ne sont pas prêtes à consommer autant de sucre. Ensuite, elles ont des infections par les pathogènes, par la moisissure. Elles sont obligées de s'envoler. Et si vous voyez qu'il y a des abeilles isolées qui sortent en hiver de leur ruche, ça tient au fait sa vessie de déjection est pleine. Elle n'a plus de place. Donc, elle n'arrive pas à métaboliser le sucre pour survivre l'hiver. Elles n'ont jamais, ça surprend peut-être les apiculteurs, mais l'évolution des abeilles ne s'est pas faite pendant 45 millions d'années dans des caisses en bois. Et la durée de vie donc diminue fortement, comme je l'ai dit. Et quand on regarde ici, il y avait 150 abeilles. Il y en a un peu plus de 100 là-devant. Mais voilà comment ça se passait devant les caisses. Donc, la vie est raccourcie par le métabolisme qui tourne à plein régime. Elles s'infectent, elles ne peuvent plus résister à ces infections, ni à renouveler leurs cellules. Et dans l'apiculture, si on veut dire les choses et les appeler par leur nom, je trouve qu'on commet une infraction contre les 5 libertés des animaux, les 5 liberties of animals. Ce sont des critères qui bénéficient d'une reconnaissance animale pour le bien-être animal. Cela a été défini déjà dans les années 60. Et quand on applique ça aux abeilles, ce qu'on n'a encore jamais fait, on a la liberté de mourir de faim et de soif. Les abeilles ne peuvent Désolée, l'interprète a été interrompue parce que des gens veulent s'asseoir devant sa vitre et là, elle verra vraiment plus rien. Donc, la proximité du sol ne vaut rien pour les abeilles. Alors, ne plus avoir de douleur, ne plus avoir de maladie. Eh bien, on les tue par milliers lorsqu'on s'occupe des ruches. Et les conditions de vie conditionnent leurs infestations, leurs contaminations, notamment le varroa. Et finalement, l'utilisation d'acides irritants ou d'autres ressources continue de leur porter préjudice. Liberté. Alors,
Et elles sont, au fond, d'une manière artificielle, mises en état d'urgence, ces abeilles. Et si on parle de la biologie d'une abeille, on voit qu'elles ont un grand instinct à l'état, disons, naturel, donc elles veulent garantir leurs réserves. Et quand le temps est mauvais, eh bien, ces réserves leur garantissent la survie. Qu'il pleuve ou non, les essaims s'envolent. Donc, ce que nous voyons, c'est que les modes de comportement qui, leur capacité de survie sont déclenchées lorsque le couvent tombe et est poussé vers le bas. Donc, on voit que cela se réduit et quand on voit que le couvent descend vers le sol, on voit ces modes de comportement que l'on ne voit pratiquement jamais dans la ruche. Lorsque les ruches sont placées dans une boîte vide, c'est leur instinct de survie qui est stimulé. Et c'est la première chose dont elles vont s'occuper, c'est de faire des réserves. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut qu'elles soient libres de peur et de douleur. Elles sont constamment en état d'urgence, elles n'ont jamais suffisamment de réserves, elles sont toujours manipulées, on utilise des substances chimiques et des acides qui entraînent qu'elles s'arrachent même leurs antennes. Et finalement, elles n'ont pas non plus la liberté de vivre leurs caractéristiques naturelles. C'est-à-dire qu'on empêche l'essaimage, la biologie est manipulée de A à Z, pilotée par l'être humain. Bref, les 5 libertés des animaux sont piétinées. C'est vrai que c'est un peu dur de le dire comme ça, mais c'est comme ça que cela se passe. Et je voudrais maintenant vous montrer comment cela devrait se passer. À la biologie est tout à fait dépendante de l'habitat. Donc, si l'abeille se trouve dans des conditions comparables à la nature, elle aura un comportement naturel. Et on ne peut rien faire lorsque l'on fragmente ces populations. On ne peut pas attendre d'elle un comportement naturel. Et c'est là que je voudrais m'en prendre à la science, puisque je travaille depuis des années. Je fais de la recherche et on essaye de produire des abeilles dans des ruches, en des caisses, qui soient capables de surmonter le varroa. Donc en les manipulant génétiquement et tout. Mais on n'y arrive pas. Ça fait des années qu'on essaie de faire ça dans les laboratoires. Ça ne se fait que naturellement. Donc nous avions une population d'abeilles qui avait tellement de collecte qu'elle s'est pratiquement tuée. Donc on peut tout sélectionner sous toutes les formes. Plus on élève les barrières de sélection, moins d'animaux survivront. Mais on ne pourra jamais avoir une sélection artificielle pour obtenir des caractéristiques qui sont le fruit de l'adaptation naturelle. Donc quand on regarde ce que font les abeilles ici, ça nous a frappé lorsque nous avons construit cette géométrie. L'après-midi, elles étaient 15 000. Elles étaient assises là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi est-ce qu'elles sortent? Je cherche là mon pointeur.
On voit qu'elle se nettoie. Elle demande à une abeille d'être nettoyée. Elles se font vraiment la toilette. Il y en a beaucoup qui dorment, puisqu'elles ont rempli leurs tâches de la journée. Mais la grande question était de savoir pourquoi est-ce qu'elles sortent, ces abeilles. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elles ont un manque d'oxygène, peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ce que font les abeilles toute la journée. Ce n'est pas la collecte, l'activité de collecte ou de récolte. Regardez. Vous l'avez vu. Elles se frottent. Elles frottent la surface avec leurs pattes. Elles sortent les abeilles malades. Elles enlèvent la moisissure. Elles sortent aussi des ennemis. Elles luttent contre des fausses teignes. Et maintenant, vous allez voir une heure de leçon de biologie entre moi et ma fille de 4 ans. Mon lit est juste là-devant. Et les fenêtres vont jusqu'au sol. Donc la première chose que je vois le matin, c'est mes abeilles. Et quand je me retourne, je vois ma femme. Et la dernière chose que je vois le soir sont les abeilles ou ma femme. Ma fille a 4 ans. Elle se désigne comme étant la plus jeune chercheuse du monde en matière d'abeilles. Et le matin, on est au lit, puis on regarde les abeilles. Et voilà un entretien. On va voir si ça s'entend bien. J'espère que ça ira pour l'interprète. Enfin, on va voir. Tu vois, elles sont fatiguées. Elles ne sont pas encore levées. Il y en a qui sont toutes blotties sous les caisses. Qu'est-ce qu'elles font, ces abeilles? Je sais pas. Mais elles volent. Et pourquoi est-ce qu'elles volent? Parce qu'elles sont réveillées. Non, parce qu'elles ont faim. Ah bon, elles ont faim. Ah. Elles peuvent manger du miel, non? Oui, mais si elles mangent le miel, il n'y aura plus rien. C'est pour ça qu'elles doivent toujours aller chercher pour avoir suffisamment. Pourquoi elles doivent faire ça? Parce qu'elles vivent dans la caisse. Ici, on voit des comportements, comment ce vol, qui est déclenché par le froid, par la pluie, et qui ne se fait pas du tout dans d'autres cas de figure. Et on voit, lorsque les autres abeilles sont réveillées, elle a raison, ma fille, elle commence par le nettoyage, ce washboarding. Et on ne sait pas très bien pourquoi elle faisait ça. Et les prises endoscopiques nous ont permis d'élucider ce mystère. Ici, nous avons là aussi des capteurs, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, nous avons un bouchon. On peut rentrer. Et on voit la condensation. Tout est mouillé. Vous voyez la microfaune. Vous allez voir quand ça se calmera un petit peu, on verra toutes les bestioles qui grouillent là-dedans. C'est le cauchemar pour tous les vétérinaires. Mais ça se trouve dans toutes les souches. Ça a toujours été comme ça. Alors si ça commençait de moisir, puisqu'il fait assez froid, il n'y a pas de propolisation, puisque les ruches sont toutes neuves. Quand il y a tellement d'humidité, tellement de matériaux organiques, ça entraînerait automatiquement de la moisissure. Quand on regarde le haut, on voit que les abeilles qui sont installées en haut créent
si vous voulez, comme une sorte de bouchon vivant qui ne permet même pas de jeter un œil sur les alvéoles. On s'est demandé pourquoi. Parce qu'on sait que quand elles construisent des alvéoles, elles produisent des filets, des réseaux. Mais il y a encore une autre caractéristique que nous allons constater. Ici, vous avez le vol, et quand on regarde ce qui se passe là-dedans, on voit qu'elles sont toutes accrochées ensemble en formant une sorte de chaîne. Et on voit que là, il y a beaucoup d'agitation. Il y a encore cette eau de condensation, le substrat est mouillé. Ici, on a beaucoup d'abeilles. On continue d'avoir cette formation en chaîne. Et qu'est-ce qu'elles font là en bas? On recommence par le bas et on voit ces abeilles frottent, sèchent la surface avec leurs petites pattes. Et ça donne, vous avez des abeilles chargées de la ventilation pour que cette eau disparaisse. Donc, elles frottent partout où il y a encore de l'humidité, vous voyez, où c'est plus sombre. Et nous avons même pu provoquer ce comportement en mettant des bouts de bois mouillés, des bouts de bois secs, et on a vu que des abeilles s'installaient sur les bouts de bois mouillés. Alors, si elles font ça aussi à l'endroit de vol, ça tient au fait que l'air chaud, humide sort, tombe sur un plan froid, et quand on mesure la résistance, on peut prouver dans le matériel qu'il y aurait une possibilité d'avoir de la moisissure. Alors ça, effectivement, c'est une... On voit que donc ce comportement permet d'éviter l'émergence de moisissures. Elles font ça dans les souches, mais elles ne font pas ça dans les caisses. Bon, écoutez, ça va être un peu plus tranquille après. Là, des fois, j'étais un peu nerveux. Une population d'abeilles qui peut vivre comme ça et qui n'est pas séparée par des petits compartiments agit tout différemment d'une population qui est divisée en par toutes sortes, en plusieurs mini-populations. Donc vous voyez ici, vous avez la réaction de toutes ces abeilles comme étant un seul organisme. Et quelques minutes plus tard, elles ont encore défendu cet endroit parce que toute la population peut avoir un peu d'air. Et vous voyez, quand vous allez vers les populations, elles sortent et je peux voir ce qu'elles font. Et ce n'est pas dangereux du tout. Parce qu'autrefois, quand je levais le couvercle, quand je sortais les cadres, et donc j'avais ressenti ça comme positif de voir leur état d'urgence à ces abeilles, je dois dire que tout cela, maintenant, de les observer comme ça naturellement, a changé complètement ma vision des choses. Même, je ne veux jamais rien enlever parce que je ne veux pas faire de mal aux abeilles en ouvrant ce couvercle, en secouant les choses. Et j'ai beaucoup de respect pour et d'amour aussi pour ces abeilles, pour l'organisme qu'elles constituent. Et alors là, dans la ruche, vous voyez qu'elles construisent des filets à 3 dimensions et quand une abeille rentre, elles se font poursuivre. Elles sont donc expulsées ou d'abord tâtées, si vous voulez, du point de vue chimique. Alors je me suis dit, ah bon, qu'est-ce qui va se passer si on y met une guêpe? C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. La voilà. Il y a un seul mouvement dans cette population.
et la guêpe se fait littéralement encercler. Il y a une réaction collective de l'ensemble de la population qui sait qu'il y a là un intrus. Donc, ce n'est pas juste une alvéole. Un ennemi, un prédateur, va se faire attaquer. Et en fait, on ne connaissait ça que chez les abeilles japonaises. Mais elles ne peuvent pas vivre ce comportement dans ces ruches parce qu'elles sont subdivisées. J'ai envoyé cette vidéo aux partenaires. Je leur ai demandé est-ce que vous connaissez ça? Ils disent mais oui, les abeilles le font. Donc nous avons 45 millions d'années d'évolution. Elles ont le même comportement sur des continents différents. En outre, lorsqu'on y regarde de plus près, pourquoi il y a tellement d'abeilles qui sortent? Je me suis dit, manque d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Et avec l'endoscope, j'ai regardé. Je n'avais aucune chance de rien voir parce que les trous étaient complètement bloqués. Donc j'ai dû passer par le trou de vol pour voir ce qui se passe. Pourquoi il y a une si grande partie qui sort? Alors ça va un peu bouger, mais comme je ne prends pas de fumée, je ne veux pas les enfumer, donc je veux les observer de manière naturelle. Donc évidemment, j'étais un peu tremblant. Donc j'ai dû partir en courant régulièrement. On voit qu'il y a d'un coup des espaces qui sont libres. Et ce sont des canaux pour le passage de l'air qui va jusque vers les alvéoles. Et ce qu'elles font? Elles font des espèces de voies d'aération pour faire monter le nectar et le transformer en miel. Et pour que cela fonctionne, il faut qu'une grande partie de la population sorte. Alors, il y en a une partie qui sort et puis elles reviennent quand c'est fini. On peut dire aujourd'hui, elles ont fait du nectar puisqu'il y a une grande partie d'entre elles qui sont dehors. Vous voyez donc, ce type de comportement ne se voit pas dans les ruches. Alors on a donc examiné cela plusieurs fois, mais on a regardé déjà combien d'acariens ont été détruits. Mais j'ai examiné plus de 100 populations. Nous avons toujours mis des tissus en coton pour sortir les acariens. Et toutes les populations qui faisaient du grooming, donc il y avait 70% des acariens qui étaient tombés par terre morts, avaient été mordus, avaient été blessés. Alors nous avons mis une sorte d'anneau de miel et il y a eu un véritable déplacement. C'est-à-dire, si le haut n'est pas rempli, il y aura des comportements, si vous voulez, d'hygiène, c'est du luxe, qu'on ne peut plus exercer parce qu'il faut d'abord ajouter du miel. C'est vrai, quand vous êtes en train de mourir de faim à la maison et de froid, vous n'allez pas commencer de vous vernir les ongles. Et lorsqu'elles ont le ventre plein, qu'elles ont suffisamment de miel et de réserve, eh bien, elles passent au grooming. Encore une fois, là, je reprends. Si on... Ici, vous aviez une population qui avait essaimé 5 fois.
Et Johnson Powell, un de mes collègues anglais, a sorti les alvéoles. On voit la proportion du couvent avant que les seins s'en aillent. Ici, vous avez le pollen. Vous avez 10 fois 30 cellules. Pendant que nous mettons à rajouter une caisse et vous avez, disons, pour augmenter la surface à 80 litres, on fait exactement le contraire. Dans la souche, on réduit. Alors, vous imaginez bien que pour les varroas, combien vous pensez qu'il peut y avoir? On dit que, comment voulez-vous qu'il y ait de la varroa qui émerge? D'abord, il y a beaucoup moins de couvains. Les abeilles vivent plus longtemps. Et les abeilles de nectar, en fait, ont une vie très courte. Donc aussi, le turnover, si je puis dire, du couvain est aussi accéléré. Regardez le grooming. Alors, avec les acariens, là, il y en a une qui s'est fait mordre au derrière. Vous savez, elles sont enfoncées dans la peau, elles sont grignotées, littéralement. Et ça s'évite d'enlever une partie des pattes parce qu'elles fonctionnent elles se déplacent en fonction de l'hydraulique. Et alors, si elles n'ont plus un bout de patte qui fonctionne, elles ne peuvent plus bouger. Alors là, quand on regarde chaque acarien sous la loupe, voilà le résultat. Je suis ravie que ma femme supporte ça. Quand on regarde le taux de létalité de décès dans une population, on se demande quels sont les taux naturels de décès, 5%, 8%. C'est idiot. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait y avoir 85% d'abeilles nouvelles par année, et puis le monde serait couvert d'abeilles. C'est pas comme ça que ça se passe. Les populations meurent et il faut qu'il y ait suffisamment de remplaçants pour maintenir la stabilité de la population. Parce que la mort est un processus naturel, une sélection naturelle qui fonctionne de manière différente, selon des critères différents. Un des critères principaux, c'est qu'une génération de parents produit plus de descendants qu'il ne faut pour la survie de l'espèce. Et chacun de ces descendants a des caractéristiques différentes. La sélection naturelle décide de côté approprié ou non de ces caractéristiques. Alors maintenant, imaginez-vous 100 cavités dans une forêt et une flore dans une forêt qui peut donc nourrir 100 populations. Et pendant l'hiver, vous en avez 30 qui meurent, 30%. Il y en a encore 70. Ils vivent donc sur une petite place, un petit espace. Ils font 1,5 essaims. Alors attendez, on en arrive à 175 populations. Or, la forêt ne peut en nourrir que 100. Donc 75 vont disparaître. C'est normal. Une mortalité élevée des essaims est une chose normale. Donc, les populations ne veulent pas soigner leurs abeilles malades. Au contraire, elles les fichent à la porte. Alors, il y a des rampes construites par des apiculteurs pour que même les abeilles presque infirmes puissent remonter. Si elles n'arrivent pas à monter dans une cavité située à 5 mètres de haut, eh bien, c'est la sélection naturelle. Donc, un taux de mortalité élevé est tout à fait normal. Donc, les abeilles ont le droit de mourir et nous, on les empêche de mourir. Parce que toute population qui devrait mourir, normalement, va avoir de l'aide de manière chimique. Et c'est même une sélection négative.
Nous aidons ces populations qui ont beaucoup d'acariens, on les aide. Et finalement, quand on a une sélection, nous pratiquons une sélection négative en empêchant les populations qui sont capables de se défendre contre le varroa et en aidant celles qui sont incapables de se défendre. Et autoriser de l'acide formique à 85%, c'est quand même pas tout à fait les bonnes mesures à prendre. 5 minutes, effectivement. Décision délicate à prendre. Alors, on va parler de la solution maintenant. Ici, vous avez une population d'abeilles dans la nature est toujours accompagnée d'une microfaune très complexe qui existe déjà. Parce que elles ne construisent pas une cavité. Elles se contentent de s'y installer. Elles aiment bien 40 litres parce que elles sont assez grandes. Parce que d'abord, il y avait peut-être un jet. Il y a des oiseaux qui ont encore creusé. Quand on a une extension 2 tiers vers le haut, 1 tiers vers le bas, c'est la situation rêvée pour les abeilles. Mais nous avons également les chauves-souris, vous avez toutes sortes d'oiseaux qui ont peut-être aussi mis leur nid, donc il y a des déjections. Bref, cette microfaune qui en émerge se spécialise dans les abeilles. Et c'est un écosystème complet. Et les déchets organiques que nous sortons des tiroirs, c'est ça qui nourrit cette microfaune. Cette microfaune vit en symbiose avec les abeilles. Donc on a vu qu'elles ont été capables, par exemple, de rejeter les fausses teignes. Donc on peut bien dire qu'il y a un climat de coopération. Et là, nous avons le scorpion des livres, mais toutes ces espèces qui vivent là-dedans, tous ces animaux se sont adaptés aux conditions climatiques dans les cavités de souche. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les mettre dans des ruches conventionnelles. Par exemple, quand on veut avoir des tarentules, par exemple, il faut avoir certaines conditions climatiques. Et c'est la même chose pour la microfaune. Comme cet animal dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vit sous l'écorce. Et pour ce faire, vous avez donc justement le fameux scorpion des livres qui a été décrit dans la littérature ancienne. J'ai fait une vidéo sur YouTube il y a quelques années. On le voit chasser, manger, et on voit qu'il est extrêmement gourmand en matière de varroa. Une ne suffit pas. Et si on lui en ajoute d'autres, il est ravi de pouvoir... Voilà, c'est une femelle. Elle a de bonnes manières. C'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est en train de boire le contenu de cet acarien. Ensuite, elle en garde un autre en réserve. On lui en a rajouté un qu'elle a aussi souhaité attraper, mais qui est tiré avec tellement de force que la femelle se fait tirer. Mais elle aimerait quand même ne pas perdre sa réserve. Elle soulève. Et on dit comme ça, elle la laisse pratiquement... elle tient cet acarien. Et puis, il y a comme une espèce de dent pleine de venin qu'elle injecte dans
les acariens. Ça permet donc de liquéfier l'intérieur. Or, vous avez des acariens de pollen, des acariens prédateurs, et chaque fois qu'on met des produits là-dedans, cela s'attaque à ce système. Voilà. Voilà. Alors maintenant, c'est un bon moment de détente, puisqu'il y a eu le jus, et voilà, que c'était bon. Vous voyez comme elle a de bonnes manières. Il suffit de voir la vidéo pour voir que c'est une femelle. Elle range bien. Hop, elle enlève. Tsoc. Et on empile les acariens vidés qu'il faut jeter. Vous pouvez voir ça sur YouTube si ça vous intéresse. Ils volent avec. Ils s'accrochent au fond aux pattes des abeilles pour aller avec elles dans des nouvelles ruches. Nous avons trouvé des scorpions qui n'étaient pas du tout connus pour vivre en symbiose. Or, on ne trouve aucune population d'abeilles sans ces types de scorpions qui, pendant des millions d'années, se sont spécialisés. Il y en a quelques-uns qui vivent en symbiose avec les abeilles au sud de l'équateur. C'est les types de Helixenius qui se sont spécialisés, qui ont même quelque chose qui leur permet de ne pas faire de mal à la patte de l'abeille lorsqu'ils sont transportés par les abeilles dans la nouvelle ruche. Et il y a une vidéo où on montrait comment une ouvrière pose quelque chose devant le pseudo-scorpion qui n'a pas d'yeux et qui va dans la mauvaise direction. Et donc l'abeille pousse ce pseudo-scorpion contre un œuf, vers l'œuf, pour qu'il puisse le manger. Et Max Bayer, qui est un zoologiste reconnu dans le monde, avait écrit que le pseudo-scorpion enlève activement les puces des abeilles. Je vais encore vous dire une chose. Ces scorpions des livres adorent les larves de scarabées. Et par exemple, comme certains déposent leurs œufs dans des fentes, des crevasses, où habitent justement les pseudoscorpions. Donc on peut dire qu'ils sont littéralement servis à domicile. Et on a pu prouver cela. Et cela permet également, grâce aux scorpions des livres, de lutter contre les coléoptères, les petits coléoptères des ruches.